Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Et c'est l'épisode 57. Bonjour à vous, madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous écouter. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve, comme à chaque fois, avec notre grand expert et ami, Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc, bonjour à tous et à toutes. Alors, dans le dernier épisode de notre podcast Parler Cuisine, que vous avez certainement tous écouté, nous avons parlé d'une spécialité liégeoise à la grande demande de notre auditeur David, qui nous a envoyé un charmant message qui faisait part de ses origines liégeoises de par sa grand-mère. Et il nous avait demandé de parler de la recette des boulets sauce à la liégeoise, ou boulets sauce lapin comme on les connaît chez nous. Et alors, on a enregistré cet épisode, Guy et moi. Et après l'avoir enregistré, j'étais sur le point de publier l'épisode précédent qui parlait du poulet rôti. Et à cette occasion-là, j'avais préparé un poulet rôti. Et ceux qui suivent notre page Facebook ont eu l'occasion de me voir à faire un Facebook Live. Donc je me suis diffusé en direct en sortant le poulet rôti du four et en montrant comment le découper. Sans aucune préparation, donc vous pouvez aller voir ça sur notre page Facebook, allez faire un like en même temps. Donc tous ceux qui ont liké notre page Facebook normalement ont eu l'occasion d'avoir une notification à ce niveau-là. Et j'avais présenté le prochain épisode qui allait être l'épisode suivant allait être celui de la salade liégeoise, enfin du recette liégeoise. Et j'avais mentionné la salade liégeoise parce que Guy a une recette particulière. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais été un peu trop loin parce que il ne nous avait pas demandé spécialement la salade liégeoise en tant que telle, mais pour moi, quand on parle d'une recette spécialité de Liège, c'est celle qui me vient tout de suite à l'esprit, donc je n'ai pas pu m'en empêcher, d'autant plus que un jour, Guy a eu l'occasion de d'en préparer une dans un repas, un dîner où j'ai eu l'occasion de m'asseoir parmi les convives et j'en garde un souvenir extraordinaire. Alors, je me suis dit, justement, c'est l'hiver. Au moment où on enregistre, on vient juste de changer d'heure la nuit dernière. Donc, ça veut dire fin octobre. Donc, on a reculé nos montres. Donc, il commence, comme on dit chez nous, à faire tard plutôt. Le soleil est en train de se coucher déjà, alors que l'après-midi touche à peine à sa fin. Et le fond de l'air est frais, les arbres jaunissent, les feuilles tombent. Et les nez des enfants commencent à couler quand on rentre d'une balade dehors. C'est la bonne saison pour manger quelque chose d'un peu plus consistant. Et moi, c'est une saison dans laquelle j'aime bien manger des plats un peu plus copieux, du style tartiflette, du style salade liégeoise. Même si c'est pas trop la saison, parce que c'est plus trop la saison des haricots, mais personnellement, j'aime encore bien faire ce genre de plat en cette saison-ci. Alors, la salade liégeoise, pour être un peu plus précis, ça n'a rien à voir avec une salade niçoise ou une salade provençale ou des autres salades comme ça. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement de quoi il s'agit ? Alors, la salade liégeoise, son nom ne l'indique pas spécialement, quoique ce soit une spécialité de Liège et des environs de Liège, c'est une salade chaude. Et alors, ce n'est pas une salade qu'on servirait en entrée, en tout cas c'est extrêmement rare. C'est en fait un plat en lui-même, c'est un plat qui peut être mangé seul. C'était d'ailleurs comme ça qu'il était conçu à l'origine. Alors, est-ce que c'est un plat d'hiver ou est-ce que c'est un plat d'été? Pour commencer, quand je vous aurai donné la composition, vous vous rendrez compte qu'il y a un ingrédient, disons, typique, ce sont les haricots verts. Alors, les haricots verts, ce sont évidemment des légumes d'été. La seule chose, c'est que c'était un plat populaire, et jadis, quand les congélateurs n'existaient pas, et quand on ne voyageait pas en avion et qu'on ne faisait pas revenir ces haricots du Kenya ou du Sénégal à toute saison, eh bien, on mettait des haricots soi-même l'été en conserve et on utilisait les conserves de haricots verts qu'on avait préparées pendant la bonne saison pour réaliser ce plat-là en hiver. Alors, je vais vous poser une petite question, Marc, et en même temps, je la pose à nos auditeurs. D'après vous, est-ce que c'est un plat qui date début XXe siècle, XIXe, XVIIe, ou éventuellement, pourquoi pas, à l'époque de Charlemagne, puisque Charlemagne, évidemment, était né dans les environs de Liège. Alors, d'après vous, c'est un plat qui date de quand, ça? La recette est assez simple, les ingrédients ont l'air rustiques. Pour moi, ça doit être assez ancien, non ? Oui, mais ancien comment? Je veux dire, au moins la révolution industrielle, si pas avant. Évidemment, bien sûr. 18e, Pas plus 17e tard. siècle ?
Bon, ben, c'est à peu près ça, hein. Parce que si on me dit que ça date du Moyen Âge, je dis halte là, attention, pas d'anachronisme d'un point de vue historique, hein. On sait qu'Astérix, quand il était dans son numéro 2, la Serpe d'or, bon ben, on voyait un druide faire des frites, hein, mais il ne faut Oui. pas oublier que les pommes de terre et les haricots, ben, ça vient des Amériques, et que les Amériques, ben, n'ont pas été découvertes, je dirais, enfin c'était fin 15e, donc Début 16e, oui. la di voilà, la diffusion de ces produits, ben, c'est au plus tôt le 16e siècle pour arrondir un petit peu, hein. Donc évidemment, la salade liégeoise n'aurait pas pu être plus ancienne. Alors, c'était donc un plat d'hiver, c'était un plat, qu'on va qualifier de populaire, pour ne pas dire autre chose. Et finalement, qu'est-ce qu'il associe? Ben, il associe la pomme de terre, il associe le haricot, il associe les oignons, hein, quoique certaines recettes ne mentionnent pas les oignons, et il associe, le lard. Alors, à une époque où on ne mangeait pas de la viande comme maintenant, c'est-à-dire 150-200 grammes à tous les repas, matin, midi et soir, je vais dire, mais le lard était tout simplement la partie protéinée du plat. Et on en mettait peu dans les familles pauvres, et on en mettait peut-être un peu plus dans les familles plus aisées. Et éventuellement, on ajoutait des saucisses, on ajoutait d'autres viandes, qui était cuite bien sûr séparément. Et à ce moment-là, la salade liégeoise n'était plus un plat en elle-même, c'était un accompagnement d'une viande. Et c'est d'ailleurs maintenant comme ça qu'on la consomme. Si vous allez à Liège, dans certains restaurants qui la pratiquent encore, on vous proposera de la saucisse, du lard, on vous proposera éventuellement des œufs, on vous proposera pourquoi pas un steak, du rôti, une côte de porc, des choses comme ça. Mais dis-moi, des pommes de terre avec des lardons, tu avais déjà donné à une recette qui prenait ces deux ingrédients, c'était au moment des stumps, Bien sûr, qui est alors aussi la une salade recette qui date de cette liégeoise, époque-là, non? ben, c'est-à-dire que les stoums, c'est un petit peu différent parce qu'on associe aux stoums des légumes qui sont plus des légumes de chez nous, hein. La carotte, le chou, par exemple, le poireau, ce sont des légumes qui sont d'origine européenne. Par contre, la pomme de terre, évidemment, est toujours d'origine américaine, bien entendu. Alors, c'est un petit peu différent d'un stoum. Pourquoi? Parce que dans le stoum, on a cette notion d'écraser volontairement la pomme de terre avec les légumes et d'en faire une espèce de potée. Dans le cas de la salade liégeoise, la recette d'origine privilégiera des pommes de terre à chair ferme, donc des pommes de terre qui ne se défont pas trop facilement à la cuisson, de sorte qu'on a plutôt un assemblage de différents produits plutôt qu'un mélange de ces différents produits, hein. Je ne sais pas au niveau de l'aspect si vous voyez un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Dans un cas, on a plutôt, dans le cas des stoups, une écrasée de différents légumes, dont la pomme de terre, ensemble. Dans le cas de la salade liégeoise, on garde quand même, je dirais, séparément, même si on les mélange, mais on garde l'aspect de la pomme de terre, l'aspect du haricot, et les lardons et les oignons qu'on va mettre ensemble. Mais ça forme un tout, mais qui n'est pas écrasé. Alors évidemment, on peut toujours écraser un peu les pommes de terre, ou on peut choisir éventuellement une variété de pommes de terre qui est un petit peu plus tendre, qui est un petit peu plus farineuse, et à ce moment-là, on va plutôt avoir ce qu'on appellerait une potée liégeoise. Alors, dans la recette de base, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a évidemment des pommes de terre. Alors, comme je viens de le dire, on peut choisir une pomme de terre à chair ferme, et la grande pomme de terre traditionnelle, je dirais, et ancienne de la Wallonie, c'est ce qu'on appelle la corne de Gatte. Alors, cette corne de Gatte, si vous allez voir sur Internet, vous verrez qu'elle porte ici un nom local, mais qu'en réalité, c'est une pomme de terre qui est très ancienne et qui existe même dans les pays anglo-saxons, hein. Je vous laisse aller voir à quoi elle correspond. C'est une pomme de terre assez noueuse, donc fine, noueuse, qui se cuit avec la plure, hein. On ne l'épluche pas, ou très rarement on ne l'épluche pas avant de la cuire, et on la cuit avec la plure. C'est pas une plure qui est toxique. Alors, ce n'est pas une plure qui est toxique. Maintenant, il faut faire attention. Dans le cas des pommes de terre très noueuses, il faut toujours enlever la plure de préférence, même si vous trouvez dans les textes qu'on peut la consommer avec la plure, hein. La plure en tant que telle de la pomme de terre n'est pas toxique. Par contre, la plure peut cacher des vilaines choses. Elle peut cacher, je dirais, les yeux. Les yeux, il faut les enlever. Et alors, parfois, des parties qui sont abîmées ou des parties qui sont verdilles. Et ça, Oui. il faut être très prudent. La solanine, qui est ce poison qui se trouve dans les pommes de terre, se trouve essentiellement dans les yeux, dans les germes évidemment, dans les feuilles, mais là on ne mange pas les feuilles, et dans les parties verdilles de la pomme de terre. Donc moi je suggère, c'est de cuire de toute façon ces pommes de terre en pot, mais de les éplucher par la suite et d'enlever soigneusement toutes les parties, je dirais, qui seraient non consommables, ou qu'il vaut mieux ne pas consommer. Alors il faut des haricots verts. Alors idéalement, bien sûr des haricots verts frais,
À défaut de haricots verts frais, moi je suggère les haricots surgelés et en toute dernière, disons, limite, les haricots en boîte ou les haricots en conserve maison. Alors ce n'est pas que les haricots qu'on conserve ou qui sont en boîte ne sont pas bons, mais c'est qu'ils n'ont plus ce goût de haricots frais qu'on vient débouillanter, qu'on vient de cuire soi-même. Je précise, ce sont des haricots princesse. Ce sont des haricots de type haricot princesse. Alors, il ne faut pas forcément choisir des haricots aiguilles, des haricots très fins, hein. Le haricot de calibre standard habituel convient parfaitement. Donc pas des fèves de haricots. Non, 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 des haricots traditionnels. Alors, je rappelle quand même que des haricots princesse, ce n'est pas une variété de haricots, hein. Ah bon? Des haricots princesse, c'est le nom d'une recette. Alors maintenant, on voit, je dirais par abus de langage, des restaurants qui affichent sur leur devanture, dans les garnitures, tel plat, princesse au beurre, etc. Mais princesse, c'est le nom d'une recette, quoi. Ce n'est pas le nom d'une variété de haricots, hein. Pourtant, ça m'a toujours semblé être le cas. On présente cette variété d'haricots comme des princesses. Ben oui, mais c'est un abus de langage en réalité. Ah bon? Donc, Attends. Si je peux me permettre de faire une parenthèse. Tant qu'on veut, oui. C'est une recette. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette recette? Mais ce sont des haricots qui sont préparés avec un hachis d'oignons ou d'échalotes revenus au beurre et puis qui sont persillés après. Ce sont des haricots, au départ, à la princesse, c'est-à-dire que c'est le mode de préparation, hein, mais ce n'est pas une variété de haricots en tant que tel qui s'appelle des princesses. Donc c'est vraiment un abus de langage. La variété du haricot vert, c'est quoi son nom exact? Comment ça se fait qu'elle a donné son nom à ça? Mais je dis tout simplement par abus de langage, on est passé d'une recette qui avait un nom, avec un glissement, je dirais, sémantique, où on a pris l'habitude de dire des princesses par raccourci, alors qu'en réalité, ce sont des haricots verts. Point, ce ne sont pas des princesses. Parce que tu dis des haricots. C'est un petit peu comme si on disait, que sais-je moi, des carottes Vichy. Voilà, des carottes Vichy sont des carottes qui sont normalement cuites avec de l'eau de Vichy, hein, et qui étaient destinées, je dirais, à être servies aux personnes faisant des régimes particuliers, de préférence des régimes, disons, pour soigner le foie. Alors, c'est un petit peu comme si on disait que les carottes Vichy ne vont plus s'appeler des carottes, mais des Vichy. Bon, c'est un abus de langage qui n'a pas de sens. Si on veut être objectif maintenant, bon, la langue évolue. On appelle maintenant les haricots verts des princesses pour désigner des haricots verts traditionnels. Il y a également des haricots beurre, il y a également des haricots manchoux, mais ça, je en reparlerai par la suite. Ouais, j'imagine que des Vichy s'accompagneront très bien avec de la compote maréchal. Ah, je ne pense pas, mais enfin voilà. Mauvais jeu de mots, excuse-moi. Mauvais jeu de mots. Non, bon, excuse-moi, mais parce que je vois... Mais seuls les historiens, je dirais les férus d'histoire de France pourront comprendre, comme on dit, la vanne. Hein. Enfin, non, tu dis les haricots verts, c'est des haricots traditionnels, mais dans certaines régions francophones, le haricot traditionnel, c'est le haricot blanc. C'est la fève de haricot, c'est ça qu'ils appellent le haricot. Donc nous, on appelle le haricot, c'est le... Mais ça, ce sont des haricots secs, hein, les haricots blancs oui. de type lingot, etc. Ce sont des haricots blancs, mais là, on ne consomme que la gousse. Il ne faut pas oublier, le haricot vert est un haricot qui n'est pas mûr. Hein. Celui que nous consommons comme ça, vert, c'est un haricot qui n'est pas mûr. Un haricot qui est mûr, c'est un haricot dont on ne mange pas la gousse, mais dont on mange la graine, hein, donc sous forme de petits pois ou de haricots, dans ce cas-ci, qui servent selon la couleur, blanc à faire du cassoulet, il y a des haricots roses, il y a des haricots marbrés, il y a des haricots rouges, il y a des haricots noirs, mais ceux-là, on ne mange en principe que la graine et on les récolte une fois qu'ils sont mûrs et que la gousse elle-même n'est plus consommable. Hein. Ici, ce sont des haricots dont on mange à la fois et la graine, forcément, puisqu'on n'enlève pas les graines, on n'épépine pas les haricots, et on mange la gousse entière, qu'on récolte quand elle est encore verte. Voilà, tout simplement. Et comme elle est jeune, elle est tendre. Voilà, elle est jeune et elle est tendre. Et on fait maintenant des variétés de haricots qui poussent sur des rames, c'est-à-dire des bâtons de 2 mètres de haut dans les jardins, ou bien qu'ils poussent au ras du sol. Ce sont des variétés naines. On mange donc ces haricots qui sont de plus en plus dépourvus de fil. Bon, jadis, quand on devait nettoyer des haricots, il n'était pas question d'utiliser un couteau. À l'époque où j'étais à l'école, celui qui utilisait un couteau pour nettoyer des haricots, il se faisait ramasser. Pourquoi? Parce qu'on devait casser le bout du haricot à la fois du côté de la tige et du côté de la petite queue, donc le côté opposé, de manière à enlever les fils qui longent la gousse du haricot
Bon, maintenant, c'est quasiment, je dirais, inutile. Les haricots sont devenus très peu filandreux. On pourrait même les nettoyer avec une paire de ciseaux, en fait, hein. Bon, je reviens avec à ma Voilà, recette quand même, hein, parce qu'on a on quand même ferme la parenthèse. on a fortement digressé ici, hein. Donc, des haricots verts, de préférence des haricots frais, à défaut des haricots surgelés. Alors, de nouveau, petite remarque, au niveau des haricots surgelés, il y a le pire et le meilleur, hein. Vous avez certaines marques, je ne sais pas si on peut les citer, mais vous avez une toute grande marque française qui commence par un B, qui est vraiment maintenant la marque, je dirais, que les professionnels plébiscitent. Vous avez une gamme de légumes, y compris dans les haricots verts, où vous n'avez aucune perte. Vous prenez le haricot surgelé, vous le blanchissez, donc vous le cuisez en réalité. Vous pouvez même le prendre quand vous l'avez laissé dégeler avant de l'avoir recuit. Vous pouvez le presser, il n'y a pas une goutte d'eau qui sort, hein. À l'inverse, vous avez des marques très bon marché de haricots. Vous les prenez, vous les laissez dégeler, vous les pressez dans votre main, vous avez quasiment la moitié de la quantité de haricots qui se transforme en jus et que vous faites couler. Donc, ce qui veut dire que vous ne saurez jamais avec des haricots, disons, qui ont été mal surgelés, avoir quelque chose de bon. Vous ne saurez pas avoir des haricots qui sont encore un tout petit peu al dente. Alors, il faut également des oignons. Alors, traditionnellement, bon, ben, c'est l'oignon blanc, l'oignon doux. Et puis, il vous faut du lard. De nouveau, au départ, c'est du lard salé. Maintenant, on peut très bien également mettre du lard fumé, mais alors là, vous avez donné une petite typicité à votre plat. Et puis, il y a le vinaigre. Alors, le vinaigre, ben bon, rustiquement, traditionnellement, je dirais populairement, c'était le vinaigre blanc d'alcool, qui n'est évidemment pas le meilleur des vinaigres. Donc, si vous voulez faire la recette, je dirais telle qu'à l'ancienne, vous le faites avec du vinaigre blanc d'alcool. Mais si vous voulez déjà donner un petit plus à votre recette, vous prenez à ce moment-là un excellent vinaigre de vin rouge et il y en a de très très bons. Alors, petite poignée de persil, ou bien alors un peu de jeunes oignons, ou bien de la ciboulette éventuellement, mais traditionnellement c'est du persil, et éventuellement une petite gousse d'ail. Alors, comment va-t-on réaliser cette salade liégeoise? En fait, on la réalise sous forme d'un assemblage, hein. Vous allez d'abord cuire les pommes de terre dans une casserole séparément. D'autre part, vous allez cuire vos haricots verts de nouveau au bouillon salé. Laissez les haricots verts légèrement al dente. Le lard, vous allez le décoiner si vous ne supportez pas la couenne ni les petits cartilages. Vous le décoinez convenablement. Vous le taillez en lardons, donc des petits bâtonnets à peu près de la taille d'un petit doigt, hein. Vous mettez un petit peu de saindoux, un peu de beurre ou un peu d'huile dans une poêle ou dans une sauteuse et vous faites revenir vos lardons dans la matière grasse. Alors pourquoi est-ce qu'on ne part pas avec le lard sans mettre de matière grasse? Parce que vous aurez besoin d'une certaine quantité de matière grasse au moment où vous allez ajouter les oignons. Alors les oignons, plusieurs possibilités, épluchés bien entendu. Soit vous les émincez finement, soit vous les hachez grossièrement. Alors quand on dit hacher, ce n'est pas donner des coups de couteau dans tous les sens, hein. On va donc partir des demi-oignons, on va couper des tranches, je dirais, horizontales dans ces demi-oignons, on va ensuite donner des incisions verticales, et puis après, on va donner des coups de couteau dans la troisième dimension, de manière à avoir, on va dire, des petits cubes, hein. Donc voilà ce que j'appelle ici des oignons hachés, même si ce ne sont pas des oignons qui sont hachés très finement. Oui, Vous d'ailleurs, ajoutez à vos ce oignons sujet-là, au si, lardon. si je peux me permettre, la façon de couper un oignon, j'ai partagé une vidéo de Gordon Ramsay. Bon, elle est en anglais, mais il suffit de regarder Il suffit de regarder, voilà. il explique ça, c'est sur la page Facebook. Excuse-moi. Donc, les oignons, je dirais, hachés, mais pas trop finement, et vous faites revenir vos oignons dans la matière grasse avec les lardons. Alors, vous devez calculer que les lardons ne doivent pas être, je dirais, trop colorés au moment où vous ajoutez les oignons, hein, étant donné qu'ils vont encore devoir cuire avec les oignons. Alors, vous mettez éventuellement vos gousses d'ail. Vous pouvez mettre également une petite branche de thym, hein, c'est toujours agréable. Vous couvrez et vous laissez cuire vos oignons. Alors, quand les oignons sont cuits, vous découvrez et à ce moment-là, vous déglacez au vinaigre. Alors, quelle quantité? Vous devez mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à potage par personne et vous laissez réduire de moitié. Alors, pendant ce temps-là, vous avez bien sûr cuit vos haricots verts, vous avez cuit vos pommes de terre, vous les avez épluchées. Vous rassemblez dans un plat de service les pommes de terre, les haricots verts, et puis vous versez brûlant le mélange oignon, vinaigre et lardon. Vous salez éventuellement les pommes de terre un petit peu, vous poivrez, hein, faut être généreux avec le poivre pour relever le plat.
Vous parsemez avec du persil frais, finement concassé, votre salade liégeoise est prête. Donc là, vous pouvez la déguster telle quelle. Si vous avez mis suffisamment de lard, c'est-à-dire à peu près 125 à 150 grammes par personne, vous ne devez évidemment pas rajouter de viande. Le plat est complet en lui-même. Voilà, c'est simple, c'est bourratif, extrêmement facile à préparer. Et c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, il y a toutes les variantes. Parce que ici, je n'ai parlé que de la salade liégeoise, Voilà. je dirais tout à fait basique, la plus populaire qui soit. Et ça, Et c'est si mon autre question. Oui. Parce qu'il me dit, il faut me poser cette question-là quand on prépare l'épisode. Alors, voilà, je pose ma question. Comment est-ce que je peux améliorer cette recette et la rendre un peu plus Eh bien, cher luxueuse? Marc, je vais vous l'expliquer maintenant. Alors, déjà, traditionnellement, si vous parlez avec des Liégeois, ils vous diront qu'il y a autant de recettes de salade liégeoise qu'il n'y a de familles à Liège. Et entre autres, il y a une variante de la ville même, c'est-à-dire qu'on rencontrait dans les quartiers de Liège, il y avait ce qu'on appelait le quartier du Palais de Justice, hein, qui est opposé, je dirais, au quartier d'Outremeuse, qui lui se trouvait sur une île dans un des bras de la Meuse, qui était un quartier très populaire. Et dans le quartier du Palais de Justice, on mettait de la crème fraîche déjà dans la salade liégeoise de manière, disons, ancienne, pour bonifier cette salade liégeoise, lui donner un côté un petit peu plus lié, un côté un peu plus onctueux comme ça. Donc vous avez des versions sans crème fraîche et vous avez des versions avec crème fraîche. Il va de soi que quand je fais de la salade liégeoise moi-même, j'ajoute un peu de crème fraîche, c'est quand même meilleur. On peut aussi ajouter du beurre. On peut aussi mettre, disons, 2 variétés de lard. Du lard salé d'une part, du lard fumé d'autre part. On peut aussi, bien sûr, comme je l'avais déjà mentionné, mettre un vinaigre un petit peu plus agréable. Donc mettre un bon vinaigre de vin rouge plutôt qu'un vinaigre d'alcool, disons, qui n'apporte rien au niveau du goût, si ce n'est de l'acidité. On peut également mettre un autre vinaigre un peu plus exotique, pourquoi pas un bon vinaigre de Xérès, qui lui a vraiment un goût très prononcé. Et puis maintenant, il y a la salade liégeoise de compétition, celle à laquelle vous faisiez référence au tout début de notre petite émission. Alors, au lieu de choisir une seule variété de pommes de terre, eh bien, on en choisit déjà 3. On peut très bien choisir la rate, qui est une excellente pomme de terre qu'on trouve généralement en France. Rate du Touquet? La rate du Touquet, par exemple, ou bien de la grenaille de Noirmoutier. On peut choisir également la plate de Florenville. On peut choisir toujours notre corne de Gatte. Et l'idéal, c'est d'avoir 3 types de pommes de terre différentes, à savoir une petite qui peut se consommer entière, c'est par exemple la rate, une pomme de terre plus farineuse qui va donner un petit peu de moelleux à la recette, et puis une autre qui donne beaucoup de goût, qui est la corne de Gatte. Alors, le haricot, eh bien, on peut le remplacer. Alors, on peut remplacer le haricot par quoi? Déjà par du haricot beurre, qui est le haricot jaune. Mettre également, par exemple, du haricot mange-tout, le haricot plat mange-tout, ou éventuellement du haricot plat hollandais, qui est un gros haricot à rame. Et on peut également mettre, pourquoi pas, je sais qu'on va un petit peu sortir là de la recette authentique, mais on peut très bien mettre également de la fève des marais. Donc Ah bien sûr, oui, la mais c'est fève des cher, ça. marais, oui, c'est cher et on ne consomme en principe pas les gousses, on ne consomme que les graines, évidemment. Attention, fève des marais, si on veut vraiment très 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 bien faire les choses, il faut enlever le tégument, la peau de chacune des graines. Ah oui, c'est Donc, beaucoup de il faut faire travail. les choses correctement. C'est un travail, ça, il faut reconnaître que c'est un travail. Là, on a quand même tout intérêt à les acheter surgelés, mais il faut quand même en général enlever la peau parce que même dans les grandes marques, on vous vend la graine de fève des marais, mais avec la peau. Mhm. Donc ça, c'est pour les haricots et les pommes de terre. Alors, au niveau des oignons, on peut très bien remplacer l'oignon basique traditionnel par 3 variétés qui sont les suivantes. Prendre des oignons grelots déjà. On les laissera bien entendu entiers. Prendre de l'oignon rouge et ensuite prendre de l'échalote. Voilà. Et ne pas mettre l'oignon blanc traditionnel. Alors, au niveau du lard, si on veut faire les choses correctement, à ce moment-là, on peut très bien prendre 3 sortes de lard. On prend le lard salé dont on vient de parler, on prend un très beau lard fumé, mais on peut également prendre du lard braisé. On coupe de toute façon les 3 types de lard en lardons et on les fera revenir de la même manière. Alors, le vinaigre, comme je l'ai dit déjà il y a quelques minutes, on ne prend évidemment pas du vinaigre blanc d'alcool, je dirais bête et méchant, mais on prend un très très beau vinaigre de vin rouge ou un vinaigre de Xérès, un vinaigre qui a vraiment de la noblesse et qui va donner un goût particulier. Je parlerai de la crème fraîche et de la sauce après. Donc, vous cuisez vos pommes de terre, bien entendu.
vous les épluchez, vous les détaillez. Si c'est une pomme de terre de type rade, vous pouvez très bien simplement la couper en deux, mais ne pas l'éplucher. Vous gardez la peau pour cette variété-là. Les oignons grelots, vous les faites glacer, c'est-à-dire que vous allez les mettre à cuire dans un récipient, une petite sauteuse ou une petite casserole, en les mouillant simplement d'eau, une noix de beurre, une pincée de sel, une petite pincée de sucre, et vous allez les cuire d'abord à couvert et ensuite à découvert pour que l'eau s'évapore et pour que le sucre, le beurre et l'eau fassent un petit caramel et enrobent les oignons d'un léger caramel doré ou brun clair. Les échalotes et l'oignon rouge, vous allez donc les hacher et les faire revenir avec les lardons, comme tout à l'heure. Alors, on peut également ajouter une herbe qui est soit de la salade frisée, mais mieux encore, de la salade de blé courte que vous mettrez crue. Vous réalisez votre tombée d'oignons, de lardons déglacés au vinaigre. Vous mettez dans votre ustensile vos pommes de terre, vous mettez votre salade de blé, vous mettez vos différents haricots. Et puis vous arrosez avec le mélange de lardons et d'oignons différents que vous avez rassemblés. Alors maintenant, je l'ai déjà mangé dans une école qui est l'école hôtelière de Liège. Vous aviez à peu près la même chose, mais ils avaient bien sûr séparé par quartier les différents produits. Ils avaient battu de la crème fraîche, ils l'avaient salée, poivrée, et dans cette crème fraîche, vraiment qui était là en quantité, je dirais, assez imposante, vous aviez des herbes, vous aviez quoi? Vous aviez du persil, vous aviez de la ciboulette, vous aviez du cerfeuil, vous aviez un peu d'estragon et vous aviez du basilic. Alors bien entendu, on sort de la recette, je dirais, traditionnelle populaire, et là on va vers une recette qui est véritablement une recette gastronomique. Et au moment de servir, qu'est-ce qu'on fait? On dépose son ustensile sur un réchaud à table même ou à côté de la table. Et puis, on mélange avec 2 grandes cuillères, on mélange tous les ingrédients ensemble, de manière à ce que la crème fraîche finisse par fondre hein, et que tous les ingrédients soient mélangés les uns avec les autres. Et on a un résultat tout simplement extraordinaire. Et c'est celui auquel, Marc, vous avez eu le privilège de goûter il y a déjà quelques années de cela. C'était extraordinaire. Mais dis-moi pour la présentation, est-ce qu'on peut mettre saupoudrer de persil ou de paprika, par exemple? Bah, je ne mettrai pas du paprika parce que là, bon, poudré de persil, d'accord, poudré de ciboulette éventuellement. Maintenant, toutes ces herbes, elles se retrouvaient dans la crème Ah fraîche. oui, Hein. oui, oui. Wow. Donc on peut quasiment en faire un repas de fête. Ah, disons que dans cette version-là, c'est évidemment un repas de fête qui peut suffire à lui-même. Bon, je ne servirai pas forcément ça au réveillon de Noël ou de Nouvel An, mais par contre, à une autre occasion, ça peut effectivement être un repas de Et fête. si je rissole mes lardons dans de la graisse de canard? C'est une solution, on peut très bien rissoler ces lardons dans de la graisse de Est-ce canard. qu'on pourrait rissoler les pommes de terre aussi? Ah, Non, non. moi je ne le ferai pas, étant donné que à ce moment-là, on va donner un caractère un peu trop typé. C'est le fait de rissoler les lardons qui donne ce côté un petit peu pardon, réaction de Maillard et ce côté un petit peu caramélisé. Et alors n'oubliez pas les oignons glacés à brun, les oignons grelots qui donnent également ce côté, je dirais, un petit peu caramélisé. Hein. Ah oui, en effet. Et alors, quelle est la boisson qui est conseillée avec ce genre de plat? Ah, ça c'est toujours un petit peu délicat parce que il y a quand même du vinaigre hein, là-dedans. Oui. Et alors les vins font généralement un assez mauvais ménage avec les plats vinaigrés. Maintenant, pardon, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de vinaigre. Et puis il ne faut pas oublier que le vinaigre, on l'a fait réduire. Hein. On ne le met pas en trop grande quantité et on met éventuellement du vinaigre à table parce que certains auront le plaisir de pouvoir rajouter eux-mêmes un peu de vinaigre dans leur assiette s'ils aiment bien. Hein. Donc, un vin rouge de toute façon peut très bien convenir, mais dans ce cas-ci, moi je suggère des bières. Hein. Une bière locale, bon, il y a à Liège toute une série de bières, je dirais autres que des bières blondes, je dirais comme la Jupiler, il y a des bières comme la Tchanchel, la Danès, et bien d'autres qui sont des bières spéciales Donc, pas une simple pils. qui vont. Moi, je ne mettrais pas une simple pils avec ça. Bon, je ne dis pas que la pils ne va pas convenir, mais je mettrais une bière qui a vraiment du caractère, qui a du goût. Hein. Pourquoi pas une bière d'abbaye? Pourquoi pas une bière trappiste éventuellement si on en trouve et si on aime? Je pense que ce qui convient comme type de bière, et ça c'est celle que je prendrais, c'est une bière ambrée. Ah oui. Ça c'est vraiment la bière. D'ailleurs, quand je vais manger dans un restaurant qui pratique la salade liégeoise et qui est renommé à Liège, je prends une bière de type ambré et je trouve que c'est un accompagnement extraordinaire. Voilà. Et si pour ceux qui veulent absolument boire du vin, j'imagine qu'il y en a
quelques-uns parmi nous qui sont des inconditionnels du vin, du bon petit verre de vin avec le repas. Qu'est-ce que... Un vin rouge sans aller dans les toutes grandes appellations, ce n'est pas nécessaire, parce que malgré tout, je vous dis, le vinaigre risque de dénaturer votre vin. Un Côte-du-Rhône, par exemple, un vin rouge qui a du caractère, un Bordeaux, iront très bien. Éventuellement, pourquoi pas un vin du Nouveau Monde. Moi, j'ai quand même toujours un petit faible pour les vins d'origine sud-américaine, de type vin chilien. Ça me paraît tout à fait correspondre à ce plat-là. Ok, formidable. Mais, et alors, comme dessert, qu'est-ce qui pourrait bien s'accommoder avec ça? Comme dessert, Oui, juste après. ah, Une gaufre de liège. pourquoi pas? Pourquoi pas? De Pourquoi bonnes pas? gaufres de liège. Tu sais que je commence à trouver les gaufres de liège ici en Angleterre chez Tesco, sur la marque Tesco. Il va réchauffer ou bien Elles sont là, elles surgelé? sont comme on les trouve en Belgique, emballées dans un plastique, enfin, Ah oui, froide. froides. Bah, Comme un biscuit, voilà, quoi. et puis tu les passes 30 secondes au micro-ondes, elles répandent une odeur formidable, elles te donnent qu'une seule envie, c'est de mordre dedans, c'est délicieux, Eh ben voilà. elles sont extraordinaires. D'ailleurs, elles sont très proches des meilleures que j'ai trouvées, parce que si on va en Belgique, il y a toujours à un coin de rue, quelque part dans les centres-villes, il y a une petite aubette qui fait les gaufres de Liège, les gaufres chaudes. Je vous invite à venir en Belgique. Et surtout l'hiver, ça embaume En au marché de hiver, Noël. voilà, Hein. en hiver, il les chauffe devant vous et ça embaume Ça embaume le sucre et la cannelle. Voilà, c'est une odeur qui donne faim, surtout si on est plutôt sucré. Et c'est un grand plaisir. Quand je vais à Bruxelles, je retourne à Bruxelles, je ne peux pas passer sans manger une gaufre chaude, une de ces bonnes gaufres de Liège. Mais alors, il y a les meilleures, c'est celles qu'on vous vend devant vous, là, qu'on les chauffe devant vous. Et puis après, il y a celles qu'on achète emballées. Elles sont un peu plus, comment dire, Un peu plus sèches. un peu plus sèches. Et bon, il y a des conservateurs dedans. Si c'est pour consommer tout de suite après avoir cuit ou si c'est pour consommer plusieurs jours après, la composition est légèrement différente. Et Mais rien ne vaut la gaufre de Liège qu'on cuit devant vous et qu'on démoule devant vous et qu'on vous tend toute brûlante dans un petit papier, histoire de ne pas se brûler le bout des doigts et de ne pas s'en mettre plein, ça colle, hein. plein les manchettes. Hein, ça, c'est génial. Par contre, je pensais que vous alliez me demander ce qu'on pourrait servir après ça. Et alors, moi, je vais vous dire, après ça, un plat à base de fromage de herbe pour rester vraiment dans la région, dans le vif du sujet. Alors, il y a quelque chose qui sert à la fois, je l'ai déjà mangé à plusieurs reprises, de dessert, c'est assez spécial, hein, à la fois de dessert et de fromage. Alors, c'est un pain perdu au fromage de herbe avec du sirop de liège et une boule de glace vanille. Le sirop de liège dont on a parlé au l'épisode précédent. Oui, autant dire que c'est extraordinaire, c'est une tuerie. Hein. Ah oui? Parce qu'on peut, oui. Donc, on a à la fois du pain perdu. Donc, on imagine un pain perdu réalisé avec du pain ou avec une brioche. On a à la fois, comment dirais-je, le fromage de herve qu'on met dessus et qu'on peut repasser au four. Alors, je l'ai mangé avec des pommes sautées. Alors, de nouveau, dans les pommes, on est de nouveau en plein pays de herve. Donc, des pommes qui sont simplement sautées en quartier, en sixième de pommes au beurre avec un petit peu de sucre cassonade. Hein. Et puis alors, une boule de glace. C'est une tuerie, voilà. Il faut aimer, je dirais, les audaces, parce qu'évidemment, on a à la fois du salé avec le fromage de herve, on a à la fois du sucré avec les pommes, le pain perdu, hein, et la glace, mais alors on a quelque chose d'extraordinaire. Quand on aime bien les mélanges audacieux, il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses. Waouh. Oui, effectivement. Et donc voilà, ceci conclut notre volet liégeois que nous avons ouvert suite à la demande de notre, je vais dire, ami, si je peux me permettre, en tout cas, cet auditeur fidèle qui est David. N'hésitez pas à faire comme lui. Il est allé sur la page Facebook, il nous a posé une question et surtout, il nous a laissé 5 étoiles. Il a eu l'occasion de mettre un avis. Et je dois vous avouer que ça nous fait plaisir de recevoir ce genre de feedback de la part des auditeurs. On ne lui a absolument rien demandé, il a été de son plein gré de nous remettre ça et ça nous fait infiniment plaisir. Donc merci à toi. J'espère qu'on a répondu à tes questions, à toutes les questions que tu as posées et j'espère qu'ainsi vous allez pouvoir reproduire chez vous de la salade liégeoise de compétition. Alors autre chose dont je voulais vous parler avant qu'on se quitte et qui m'a quand même un petit peu troublé, je vois que dans l'actualité en France, on a une crise du beurre. Et je me dis, tiens, ça peut être un sujet en soi. J'en ai discuté avec Guy. En fait, on en a tellement parlé qu'on a raté notre précédent. On a un petit peu dépassé le temps qu'on avait
alloué à l'enregistrement, ce qui fait qu'on n'a pas enregistré la dernière fois qu'on s'est parlé, à cause Et justement on n'a pas Ah poté. oui, on en a parlé. Alors après, on s'est dit, est-ce qu'on en fait un épisode ou pas? Est-ce que ça vaut la peine? Et puis on se dit, la conclusion à laquelle on était arrivé était que c'était peut-être une petite tempête dans un verre d'eau. Donc, je vais resituer un peu pour les auditeurs qui sont hors France, et Dieu sait s'il y en a. Donc en France actuellement, quand on va dans les supermarchés, on va aller acheter du beurre. Quel est le produit le plus basique au rayon frais qu'on peut trouver avec le beurre? Il y a le fromage blanc et quoi d'autre? Le beurre, quoi. Et on arrive là, je vois des photos et on m'a raconté aussi des gens qui sont en France, ils disent le rayon beurre est quasiment vide. Il n'y a plus que quelques grandes marques. Les grandes marques de beurre sont là, mais tout ce qui était marque blanche, marque de distributeur et certaines marques dites populaires et abordables sont complètement vides. Il n'y a plus d'approvisionnement. Alors, la presse a commencé à en parler. Il paraît qu'il y a une crise du beurre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argument officiel, c'est que le prix du beurre a beaucoup augmenté sur le marché international. Alors que moi, quand j'entends ça, en tant qu'économiste, je vais aller jeter un œil. Je vais regarder sur les sites internet qui parlent du cours officiel des matières premières et des produits alimentaires. Et effectivement, je vois que le beurre est arrivé à 7,50 € le kilo, alors qu'on était à 2,50 € l'an dernier. Donc c'est quand même x3. Mais je peux comprendre alors du coup que le prix a augmenté. Quand le prix augmente très vite, ça crée une espèce de tension sur la chaîne de production parce que les supermarchés qui se sont accaparés l'ensemble de la distribution de la fourniture alimentaire, je veux dire de la chaîne alimentaire humaine en France en tout cas, je veux dire l'essentiel de l'approvisionnement des personnes maintenant se fait en supermarché. Donc ces supermarchés, je sais comment ils fonctionnent. J'ai travaillé en centrale d'achat, peut-être il y a plus de 10 ans de ça, pour une grande chaîne de supermarchés belgo-française, en tout cas franco-belge. Et je sais qu'ils signent des contrats. Effectivement, j'ai vu un article qui disait que ils sont tenus par des contrats et en fonction du type de produit que c'est, ils sont tenus par le contrat de garder une certaine, garder leur prix d'une certaine fourchette. Et effectivement, si le prix est garanti dans le contrat, ils ne peuvent pas l'augmenter. Donc du coup, ils sont obligés de fournir en fonction du contrat et ils n'ont pas d'autre alternative de produire à perte et d'attendre que le contrat se termine. Alors les contrats, ce sont des contrats annuels qui généralement se renégocient au niveau du premier trimestre. Donc là, on est en fin d'année, au mois de novembre, on risque d'avoir une période difficile à travers les fêtes parce qu'il y a en fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines entreprises ont dit si c'est comme ça, on arrête de livrer, on livre plus. Nous, on vous vend pas en dessous d'un tel prix. Le supermarché dit vendez-nous pas plus cher que ça, sinon on vendrait pas. Et ils ont commencé à se chamailler comme des gamins dans le cours de récré en disant moi si c'est comme ça, je boude, je ne te parle plus. Et on se retrouve avec une situation où les producteurs refusent de livrer au supermarché parce qu'ils se disent sur le marché international, j'ai un meilleur prix, soit vous payez, soit on s'en va et on vend dans le marché international qui est, paraît-il, la demande est poussée par la Chine qui, paraît-il, commence maintenant à apprécier beaucoup le beurre. Il y a également un autre point dont on ne parle pas suffisamment. Jadis, il y avait ce qu'on appelle les quotas laitiers. Alors, les quotas laitiers, qu'est-ce que c'était? C'était des quotas qui permettaient, via imposition de l'Europe, la production d'une quantité de lait qui était régulée. Alors, on a estimé que les quotas laitiers qui étaient donc réglés par l'Europe n'avaient plus de raison d'être. Et il y a maintenant, je dirais à vue de nez, mais je n'ai pas été vérifié la date, on a supprimé les fameux quotas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on a supprimé les quotas? Les fermiers, à juste titre, qui avaient besoin de faire rentrer de l'argent dans leur caisse, parce que quand même avoir l'objectivité de dire que le métier d'agriculteur n'est pas un métier où on gagne de l'or en barre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté leur production. Ils ont augmenté la quantité de lait qu'ils produisaient dans tous les pays. Ça a été le cas de la France, mais ça a été le cas de la Belgique, ça a été le cas des pays d'Europe de l'Est. Donc tout le monde a un petit peu augmenté la quantité de lait qu'ils produisaient de manière à gagner mieux sa vie. Le résultat qui est arrivé, c'est un résultat inverse. C'est qu'on s'est retrouvé avec des surplus au niveau du lait. Donc, quand on dit surplus par rapport à la consommation, qu'est-ce qui se passe? Les cours s'effondrent. Donc, le lait, à ce moment-là, ne se vendait, pour ainsi dire, plus au prix de ce qu'il revenait, au point qu'il y a eu des manifestations d'agriculteurs qui eux-mêmes réclamaient
qu'on remette les quotas en place, ce que l'Europe refusait. Et c'est ainsi qu'on a vu des scènes où les agriculteurs mettaient leur lait dans des engins d'épandage, hein, et qui se rendaient sur des champs, bien sûr, en ayant convoqué la presse qui venait filmer et faire des photos, et on arrosait copieusement les prairies avec le lait qu'on avait récolté. Bon, il y avait une crise extrêmement profonde. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Effet inverse. Les fermiers ont dit, bon, moi je ne gagne plus ma vie avec les vaches, je supprime de nouveau des têtes de bétail, je supprime du cheptel, de manière à ce que les coûts redeviennent des coûts où je gagne ma vie. Donc on a abattu des vaches et on a, disons, certaines entreprises laitières, certains fermiers, je dirais, ont été ruinés et ont vendu toutes leurs bêtes. Bon, alors là, on est retombé à ce moment-là, de nouveau, par effet, je dirais, mécanique, en dessous de la nécessité du seuil nécessaire de production. Et c'est là qu'on se trouve maintenant, c'est que il y a moins d'animaux pour produire puisqu'on n'avait pas régulé, hein, on n'avait pas régulé comme c'était le cas avant. En plus, vous avez effectivement la Chine qui demande de plus en plus de produits à base de beurre, et on se pose une pénurie. Alors attention, la pénurie n'est pas énorme, hein. Il y a beau y avoir 30 ou 40% de demandes en beurre qui ne sont pas satisfaites dans les grandes surfaces. Attention, uniquement au niveau des beurres de base. Les beurres de type beurre déchiré, beurre AOP, eux sont toujours présents, mais on les paye plus cher. Et tout ça parce qu'il n'y a que 1 ou 2% d'irrégularité au niveau de la production. Ça impacte toute une filière au niveau du fait que le beurre, disons des marques de grande surface, n'est plus commercialisé. Et alors, vous avez toute l'industrie des produits qui dépendent du beurre, la biscuiterie, les industries de la pâte feuilletée, n'ont plus quasiment qu'un tiers des produits qui sont nécessaires à leur fabrication. Donc, on met de nouveau là les ouvriers au chômage et on n'arrive plus à produire les quantités qui étaient nécessaires et qui sont prévues. Alors, c'est intéressant, c'est que la presse a l'air de relayer l'excuse facile parce qu'ils ne veulent pas répercuter la hausse du prix sur le consommateur. Et alors, j'ai partagé sur la page Facebook de Parler Cuisine justement un reportage de Reuters News, donc une chaîne américaine d'information qui couvre les plus grands problèmes mondiaux et qui se sont arrêtés sur cette crise du beurre et qui se sont dit, mais en fait, ils ont mis l'accent sur le fait que la fête de fin d'année arrive et les boulangers qui font leur viennoiserie à base de beurre, les croissants c'est du beurre, c'est beaucoup de beurre quand même, peut-être pas que ça, mais il y a aussi de la crème au beurre pour les pâtisseries, tout ça. Ils voient ça arriver en disant mais on va devoir augmenter nos prix. Et là je me dis mais et alors augmentez-les. Justement, ce serait la bonne excuse pour augmenter les prix. Mais alors il y a comme ça cette espèce de mythe que si on augmente nos prix, les gens vont aller ailleurs. Mais si tu es un bon artisan qui fait des bons croissants, que les gens viennent de loin pour acheter tes croissants à toi, et que tu leur dis écoutez, le prix a augmenté parce que le beurre est plus cher, les gens ils vont comprendre. Si les gens ils veulent la qualité, ils vont continuer à l'acheter chez toi. Il y a pour moi que les mauvais artisans qui doivent avoir peur et qui sont là, oh mon Dieu, les gens voient. Oui, il y a toujours des gens qui vont commencer à restreindre leurs achats en disant que ça va coûter plus cher. Mais si ton croissant il passe de 1,50 € à 1,80 €, ma foi, si la personne ne peut pas se permettre de mettre 30 centimes de plus, parce que je pense pas. C'est quand même cher, 1,80 € pour un croissant, hein? Oui, mais c'est du bon croissant, attention, hein. Ah oui, si c'est du bon croissant, mais c'est quand même cher. Si tu vas dans certains grands endroits comme les gares ou les aéroports, certains établissements te vendent le croissant encore même bien plus cher que ça, hein. Si vous arrivez à Londres par l'Eurostar, oui. À la sortie, là, vous avez un pain quotidien qui te vend ton croissant 2,40 €. Hein. Ouais. Oui, et c'est même pas fabriqué sur place, hein. Mais alors donc, à ton avis, en tant que fils d'agriculteur, moi j'aime bien avoir l'avis de Guy parce qu'il a été plongé à la source de la chaîne alimentaire. Eh bien, ce qui se passe actuellement est ce que mon défunt père avait toujours dit qu'il allait se passer, en disant, voilà, à force de vouloir tout libéraliser, hein, et à force de vouloir, je dirais, laisser, le commerce mondial prendre le dessus sur ce qui se passe chez nous, eh bien, on va arriver à ce qu'il y ait des catastrophes. Et ça, ce n'est finalement que la petite partie émergée de l'iceberg. Je dirais que
le beurre n'est jamais qu'un symptôme de ce qui risque d'arriver par la suite. On va avoir le problème avec le sucre parce que le sucre, si mes souvenirs sont bons, va être également dérégularisé. On va laisser, je dirais, le marché mondial faire la loi. Alors, quand le sucre devra être produit, je dirais, dans les pays exotiques, sous forme de sucre de canne, on le produira là-bas quand il sera moins cher. Chez nous, évidemment, on n'en produira plus puisque le sucre s'achètera massivement à l'extérieur. Et puis le jour où, pour une raison ou pour une autre, il y aurait de mauvaises moussons en Inde ou en Asie, là où on produit le sucre de, il n'y en aura pas. On pleurera pour avoir de nouveau du sucre chez nous, mais évidemment, à la place, on aura planté autre chose. On aura planté éventuellement des céréales pour le combustible ou bien des agrocarburants, et on dira, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La tonne de sucre, bien, elle va passer de tel prix à tel prix. Elle va aussi doubler, tripler, quadrupler. Vous allez me dire, c'est peut-être une bonne chose que les bonbons augmentent un petit peu, les enfants mangeront peut-être moins, mais pour autant, le sucre entre dans tellement, tellement de produits, que ce soit dans la glace, dans les biscuits, dans tous les produits, même salés à la limite, qu'on va aussi aller vers une catastrophe. On croit qu'en dérégularisant les choses et en faisant du marché ouvert ou d'un point de vue mondial, on va arranger les choses. Non, parce que c'est un peu comme l'électricité, hein. L'électricité qui est consommée doit être Non. celle qui a été produite, et la fourchette est très très mince entre la quantité produite et la quantité consommée. Elle doit être constamment régularisée. Non, Il est évident. je t'arrête là parce que Ouais, tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu mettais 2 fois plus d'électricité sur le réseau que ce qu'on en consomme, tout sauterait. Et inversement, si on en met pas assez, tout saute également. oui, mais on peut pas produire l'électricité en Amérique du Sud et puis nous le vendre ici, alors que les produits Ah, les évidemment, produits alimentaires, évidemment. on peut. Et là, je tiens quand même comment dire, à m'inscrire en faux avec vos propos parce que ça me semble être comment dire, le grand problème dont souffre notre monde. Pour moi, c'est une conclusion hâtive. J'explique. Effectivement, le premier, c'est pour tout ce qui est comment dire, délocalisation, dérégularisation. On est en train de pointer du doigt, à cause de ça, les pays où ça coûte moins cher. Ça coûte pas moins cher. Planter une betterave, ça coûte pas moins cher là-bas. C'est toujours, en heures de travail, c'est la même quantité. C'est la quantité de travail d'une heure, souvent, permet d'acheter les mêmes choses sur le produit local. C'est-à-dire, s'il faut 1 heure pour acheter un pain de 800 grammes, que ce soit là-bas ou ici, vous allez travailler 1 heure d'un travail d'ouvrier de ferme qui permet d'acheter comment dire, un pain ou une unité d'aliment de base. Généralement, on est dans les mêmes proportions dans le monde. Là où c'est moins cher, si c'est moins cher, ou si ça nous paraît moins cher, déjà cher, c'est pas une notion absolue, c'est une notion relative. Si ça nous paraît moins cher, c'est à cause du taux de change. Le taux de change de la monnaie dans laquelle c'est produit et par rapport dans la monnaie où ça nous est vendu va faire la comparaison de telle sorte que ça nous coûtera moins cher. Mais en fait, ça nous coûte moins cher parce qu'on doit d'abord changer nos euros ou nos dollars dans la monnaie locale et après payer cette personne dans sa monnaie locale. Et la chose qui nous fait croire que c'est moins cher, c'est parce que le taux de change est en notre faveur. Et c'est qui fixe les taux de change? En fait, le vrai coupable là-dedans, c'est celui qui fixe le taux de change. Parce qu'ici, les taux de change étaient vraiment flottants, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment libres et non manipulés. Les taux de change s'équilibraient, justement, et s'équilibreraient parce qu'il y aurait plus de demandes pour ces monnaies-là. Et du coup, ça ferait augmenter la valeur de la monnaie, de leur monnaie, et ainsi on aurait une espèce de vase communicante dans une économie vraiment dérégularisée, donc dans un vrai capitalisme, parce que pour l'instant on est dans tout sauf du capitalisme. On se retrouverait normalement avec une monnaie qui ferait en sorte que ça ne semblerait pas moins cher en termes relatifs. 1 heure de travail là-bas, ça reste 1 heure de 60 minutes. 1 heure de travail ici, ça reste 1 heure de 60 minutes. Et une personne normalement constituée peut exécuter le même travail. Donc en termes de coût, c'est juste au niveau de l'évaluation monétaire. Donc c'est la manipulation monétaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais bien mettre l'accent et pour laquelle moi ça me choque plus que tout, c'est que les marchés internationaux dérégulés, qui c'est qui fixe le prix? Les prix maintenant sont fixés sur des marchés aux contrats standardisés, donc les futurs et les options, les contrats à terme.
Et ces marchés sont dominés par des banques, par des investisseurs, par des hedge funds. Par exemple, je prends l'exemple, le pétrole, 80% du marché du pétrole qui s'échange dans le monde, est fait entre des banques et des hedge funds, enfin entre des institutionnels financiers. Ce sont des transactions purement papier et purement spéculatives. Donc, qu'on spécule sur des matières précieuses, qu'on spécule sur la valeur en bourse d'une action ou d'un titre de dette, je veux bien comprendre. Mais quand on commence à spéculer sur du blé, quand on commence à spéculer sur la valeur des aliments, là on se dit, on va peut-être un peu trop loin. La crise alimentaire de 2007, si on se souvient, qui a généré incidemment la crise des subprimes, parce qu'elle a juste précédé, en fait, en 2007, on est arrivé au point où les banques avaient pris beaucoup trop de positions sur les marchés des matières premières, et y compris les marchés des denrées alimentaires, en commençant par le blé. Et on s'est rendu compte avec le cours du blé qui avait énormément flambé, les gens étaient très contents, les fermiers étaient très contents, et ça leur faisait plus rentrer d'argent. Mais là où ils n'étaient pas contents, c'était les gens qui avaient à peine de quoi s'acheter du pain, se retrouvaient avec le prix du pain qui montait dans certains pays. On s'est retrouvé avec des émeutes de la faim en Haïti, on s'est retrouvé avec des émeutes de la faim au Caire, en Égypte, et dans plusieurs pays relativement pauvres. Et on s'est dit, on est en train d'aller dans une avenue où ça va peut-être un peu trop loin. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'est-ce qui faisait monter le prix du blé? C'était le prix du pétrole, parce que tout est lié. Le prix du pétrole qui monte, à cette époque-là, le pétrole avait passé pour la première fois $100 le baril, et c'est extraordinaire. Mais en faisant monter le prix du pétrole, on fait monter le prix de la matière énergétique. Et donc, du coup, tous les produits qui peuvent être utilisés comme substituts dans la chaîne du pétrole, dont l'éthanol, ont vu leur prix monter. Et l'éthanol, il est produit avec quoi? Il est produit avec du maïs, il est produit avec du blé. Le blé, on s'en sert pour faire de l'éthanol, mais on s'en sert aussi pour faire du pain, pour faire de la farine, pour faire des aliments de base pour nous. Donc finalement, quand on a d'un côté le pétrole qui monte, l'autre côté, effectivement, la matière, l'énergie pour faire chauffer le four à pain du boulanger monte, mais on a aussi la matière de base. Et donc, on s'est retrouvé avec la situation où les banques ont commencé à être exposées par la presse en disant, mais c'est un peu vous qui avez provoqué ça. Alors, donc beaucoup ont fermé leur département de matières premières ou leur ont beaucoup diminué, mais il y en a encore énormément. Je ne vais pas citer leur nom ici parce que je n'ai pas envie d'avoir des soucis, mais à l'époque, j'écrivais un blog qui a eu beaucoup d'ennuis justement parce que je dénonçais ce genre de choses-là. Donc, j'ai abandonné. On s'est retrouvé avec une situation où on a encore maintenant des banques qui se sont soit retirées, c'est-à-dire qu'ils ont fermé leur département, mais elles ont quand même, la plupart du temps, elles ont vendu leur département à des filiales ou à des hedge funds qui ont comme seul but dans la vie d'acheter et vendre des matières premières dans le but de tirer un profit, c'est-à-dire d'acheter bas et vendre haut. Donc leur seul but, c'est d'avoir le prix qui monte. Donc on se retrouve dans cette crise du beurre, c'est de nouveau, tu me dis qu'on va avoir la même avec le sucre, on est à la merci d'avoir ça sur toutes les matières. Que ce soit le jus d'orange, que ce soit les côtes de porc, que ce soit le blé, le beurre, l'huile. Les huiles sont généralement aussi une matière très recherchée parce qu'elles peuvent se produire dans le monde entier, elles sont relativement mobiles. Le café est pareil. C'est là que je trouve qu'on est allé trop loin dans le sens où on a laissé des banques jouer au casino ou des grands groupes financiers jouer au casino sur les matières premières, et puis elles se sont retrouvées dans un moment où ils ont tout perdu. Et après, les États ont sauté sur l'occasion, on dit on doit les sauver parce que si les banques s'effondrent, toute l'économie s'effondre. Personnellement, je trouve qu'on aurait dû les laisser s'effondrer parce qu'elles ont joué avec notre argent. C'est-à-dire qu'elles ont pris l'argent des déposants pour aller jouer sur la valeur de ce qu'on mange. Bon. Et c'est là que je blâme la presse et je suis très content on doit peut-être être le seul qui va dénoncer ça haut et fort sur le monde du podcast. Aucun journaliste aura, je vais dire, les tripes d'aller remonter jusqu'à la cause première de cette crise du beurre. La crise du beurre, c'est à 95% des spéculateurs qui, derrière, ont organisé une montée du prix, ont organisé par les mécanismes que tu as dit, on a surproduit, donc du coup les gens on a inondé le marché de telle sorte à ce que beaucoup de gens se retirent dans la production, et après, hop, c'est comme ça qu'on crée une pénurie.
Et alors, dans l'effet de pénurie, il y a aussi le fait que les gens ont surstocké, hein. En fait, quand on dit voilà, le prix du beurre est en train d'augmenter, qu'est-ce que les gens font quand ils font leurs courses? Au lieu d'acheter leur plaquette de 250 ou leurs 500 grammes par semaine, ils en achètent 2 ou 3 kilos et ils le mettent dans leur congélateur, hein. Alors, comme quasiment tout le monde a fait la même chose, ben, les rayons se sont vidés parce que les gens ont surstocké le beurre en vue d'une pénurie annoncée aussi, hein. Exactement. Mais là où je suis un petit peu interpellé, c'est que beaucoup d'articles citent la chose suivante, qui est que les producteurs ne voient pas beaucoup la répercussion de cette hausse sur leurs revenus. Et je me dis, mais pourquoi ils continuent de vendre du beurre alors si on leur achète pas plus cher? C'est qui gagne là-dedans? Ah, ça c'est la bonne question. Donc, est-ce que ça vaut pas mieux d'aller chercher... Mais le prix du beurre a quand même augmenté, hein, parce que j'entendais ce matin une émission à la radio où on interrogeait un boulanger, pâtissier, qui disait qu'il allait de nouveau maintenant chez le fermier du coin et qu'il achetait 20 kilos de beurre par semaine. Au lieu de l'acheter en grande surface ou bien à son fournisseur habituel qui n'en avait plus, il s'est de nouveau retourné vers le producteur local. Donc, il achète en Et direct. voilà, c'est ça, c'est un juste retour des choses. Maintenant, on a également interrogé la fermière qui était je dirais, l'heureuse vendeuse de la chose. Elle a dit, bon, de toute façon, on ne peut quand même pas augmenter tout d'un coup non plus notre production de 50 ou 60% parce que matériellement, on ne sait pas le faire. Oui. Hein, c'est clair que on a un nombre de bêtes déterminé et on n'en a pas tout d'un coup pour le lendemain ou le surlendemain 25, 30 ou 40% de plus. Donc, Et il faut combien de ben temps, voilà, il hein. faut combien de temps pour, comment dire, amener à maturité une vache afin qu'elle puisse produire du lait? Ben, il faut une année, hein, entre le moment de sa naissance et le fait de pouvoir. Bon, il faut une année. Il faut déjà une année pour lui faire porter le veau aussi, hein. Un veau, c'est 9 mois de grossesse, hein, pour une vache. Ah oui. Donc, dès le moment où la génisse est capable d'assumer une grossesse, il faut encore 9 mois de gestation avant que le veau ne vienne au monde et que la vache ne puisse donner du lait, hein. Et donc c'est un veau par gestation. C'est parfois un deuxième, mais ça ne change pas grand-chose au niveau de la lactation, hein. Donc Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 2 veaux que tout d'un coup, il y aura 2 fois plus de lait à boire, hein. et pendant que après que le veau soit né, le veau, boit le lait de sa mère, j'imagine? Non, Non? justement non. En règle générale, le veau est retiré et lui, on lui donne un lait de substitution. On lui donne du lait en poudre, je vais dire, pour qu'il ne boive pas le lait de sa mère. Et ce lait en poudre est un lait qui va être un lait un petit peu modifié et qui est réalisé, par exemple, entre autres, avec la poudre de lait, qui est un sous-produit de la fabrication du beurre, hein. Il ne faut pas oublier qu'il faut à peu près 22 litres de lait pour faire 1 kilo de beurre, que le lait contient à peu près 4% et un tout petit peu plus de matière grasse. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver, quand vous avez prélevé ces 4% de matière grasse, je dirais que la crème, par exemple, pour 1 litre de lait, on a à peu près, hein, on va vraiment arrondir, hein, on a à peu près 1 décilitre de crème de laquelle on va faire du beurre. Mais il va rester 9 décilitres de lait qui doivent être utilisés. Alors, soit on le donne comme alimentation au veau, hein, généralement dans une ferme, on donne directement le lait au veau, ou bien alors on élève des cochons et on donne le lait aux cochons pour eux, disons, grossir également. Et quand ce n'est pas le cas, quand c'est du lait qui est écrémé en laiterie, ben la laiterie, elle n'a d'autre solution que de vendre soit du lait demi-écrémé ou du lait écrémé, mais avec le surplus qu'elle n'arrive pas à vendre, elle doit faire du lait en poudre. Lait en poudre qu'on peut utiliser pour... Ben, qu'on utilise dans l'industrie pour faire, comme j'expliquais hier, hein, quand on en a discuté, le chocolat au lait, hein. C'est du lait en poudre qui est rajouté donc dans le chocolat, ce n'est pas du lait liquide. On utilise le lait en poudre dans toute une série de préparations. On peut l'utiliser dans des crèmes glacées, on peut l'utiliser en biscuiterie, on peut l'utiliser dans des pâtisseries, mais il y a quand même une surproduction de lait en poudre actuellement, hein. Ah, donc pour compenser, pour compenser la pénurie de beurre, on devrait manger davantage de chocolat au lait. Ah, ce serait une manière de régulariser le marché. Voilà. On mange pas assez de chocolat, mon Dieu. Au lait. Au lait. Mais alors, donc pour doubler la taille de son cheptel, il faudrait déjà, si on trouvait toutes les saillies qu'il fallait, ça prendrait plus d'1 an, 2 ans, quoi. Donc, Ça prendrait en tout cas 1 an, hein, certainement. donc, C'est quand même un choix à un moment donné, hein.
Lorsque le veau vient au monde, ben forcément, il y a à peu près un mâle et une femelle en nombre égaux. Ah oui. Alors on décide soit de les élever pour, disons, que les jeunes femelles deviennent des vaches allaitantes ou bien des vaches, disons, laitières. Ou bien alors on décide tout simplement que les veaux seront élevés comme bétail pour la consommation de viande. Hein, donc voilà, Mais ça dis-moi, c'est un choix qu'on fait en fonction de la demande. ce lait-là, on pourrait pas faire du fromage avec? On fait du fromage avec, mais le fromage blanc qui est réalisé, le fromage qui est réalisé avec du lait écrémé n'est quand même pas le meilleur non plus. Il n'y a à ma connaissance, il y a un grand fromage, mais qui n'existe quasiment plus, parce qu'on ne le produit presque plus, c'est le fromage de Bruxelles, qui lui était réalisé avec du lait écrémé. C'était pas le Plattekäse? C'est le fromage qui sent tellement, 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 et qui est tellement salé, oui, hein, il celui-là, contient oui. plus de 3% de sel, qu'il n'avait plus beaucoup d'amateurs, évidemment. Ouais. Hein. Oui, donc Alors, qu'est-ce qui plaît dans les fromages? Ce sont les fromages qui sont enrichis, hein. L'explorateur, fromage bien gras. oui, voilà, hein, le chaours, tous les fromages qui sont bien riches, bien gras. Oui, et donc pour lequel on utilise du lait qui n'a pas été écrémé. On utilise du lait entier, ou bien alors on utilise du lait dans lequel on a rajouté de la crème. Hein. Les fromages double crème et triple crème, ce sont des fromages à pâte molle coude fleurie qui ont été réenrichis en crème fraîche. Hein. Ok. Donc en fait, le lait, on le sépare en deux. Un dixième fait de la Et de la crème crème, et le à peu reste près. du lait écrémé. Du lait Et écrémé. donc de cette crème, soit on fait la crème fraîche, soit on fait du Soit on fait beurre. du beurre. Et ou alors on le réincorpore à du lait entier pour faire du fromage enrichi en crème. Voilà. Voilà, donc en gros, tout ce qui est chaîne qui dépend de la crème risque d'être D'être impacté impacté. par cette demande de beurre. Parce Par que, répercussion, forcément. voilà, si c'est plus intéressant de vendre sa crème sous forme de beurre, on va arrêter de la vendre la crème, donc du coup, ça va faire monter les prix. Mais dis-moi, quelles seraient les alternatives alors à la crise du beurre pour les consommateurs qui nous écoutent? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont quand même des produits. Je ne suis pas pour, disons, l'industrie margarinière, mais il faut quand même bien avouer que l'industrie margarinière peut très bien, pour toute une série de choses, servir de substitut au beurre. Hein. On n'est d'ailleurs pas obligé de cuisiner au beurre. On peut très bien cuisiner à l'huile d'olive en particulier, qui est très très bonne. On peut aussi utiliser des graisses pour la friture, qui sont des graisses de canard, des graisses d'oie, etc. Les graisses végétales. On peut utiliser les graisses végétales maintenant. Bon, faire une tartine de beurre avec de la confiture ou un jambon beurre, ben, ça reste quand même toujours un grand classique qu'on ne peut pas remplacer par une autre matière grasse. C'est quand même moins bon de mettre de la margarine sur son pain plutôt que mettre du véritable beurre, Dis-moi, évidemment. est-ce que toi en Belgique tu as remarqué la pénurie de beurre au supermarché? Alors, elle commence en Elle fait. commence. Elle commence tout doucement, mais elle n'est pas encore très perceptible. Alors la mode de beurre, c'est aussi des paquets de 250 grammes? Ce sont des paquets de 250 grammes, Ça se oui. vend à peu près combien? Ben, tout ça dépend. Ici, moi, j'ai acheté du beurre clarifié qui était quand même assez cher, hein, qui était aux environs de 3 euros le paquet de 250 grammes. Ah ouais. Maintenant, bon, ben, le beurre, ça varie entre à peu près 2 euros le paquet à 4 euros, 5 euros si on prend des beurres dans la toute haute gamme. Hein. Donc oui. Parce que je regarde ici au Royaume-Uni, on ne voit pas encore ça. En tout cas, dans les magasins où je vais, il y a encore tout le beurre qu'il faut. Donc on n'est pas encore dans cette situation. Mais ils mangent encore beaucoup de margarine. C'est ça qui a été préoccupant. Il y a quelques années, ils ont commencé à... Enfin bon, quand on regarde un peu dans les habitudes, si je me souviens bien, c'était quoi, une dizaine, quinzaine d'années, on a commencé à dire que le beurre était très mauvais pour le cholestérol, c'est des acides gras saturés, c'est la graisse animale, c'est pas bon, il faut arrêter de manger du beurre, il faut manger des margarines qui sont plus saines parce qu'elles sont pleines d'huile végétale. Et après, on s'est rendu compte que même, finalement, ces huiles végétales hydrogénées, ces acides gras trans, et qui bouchent les artères et qui provoquent au contraire des maladies cardiovasculaires. Donc finalement, on serait bien de retourner au beurre. Finalement, si on mangeait un peu moins gras, ce serait pas mieux. Après tout, on sait plus ce qu'on doit manger, hein, ça change tout le temps. Évidemment. Et toi, ton avis? Mon avis, c'est qu'il faut prendre du beurre, mais le consommer avec modération. Voilà. Et il vaut mieux acheter un bon beurre
Je vais dire qu'il y a du goût, qui a de la qualité. Le payer un peu plus cher, en consommer un petit peu moins, voilà. Parce que ces beurres-là, ces beurres, je vais dire, à premium, ces beurres haut de gamme ne souffrent moins de la pénurie. Ben, disons que quand on vend, les beurres haut de gamme sont vendus déjà à un prix qui correspond mieux à leur prix réel de fabrication, hein. Oui. On a ce pourquoi on paye finalement. Exactement. Hein. On ne peut pas espérer payer rien du tout et avoir de l'excellente qualité. Ça, c'est valable pour tout. Ou alors, si vous manquez de beurre et que vous voulez vraiment avoir du beurre, vous pouvez toujours faire un petit voyage dans un pays limitrophe où on en a encore. En fait, moi, de mon point de vue, ça ressemble à un problème qui est uniquement limité à la France. Est-ce que ça risque de se contaminer dans le monde? Ça risque, mais actuellement, le problème est quand même un problème essentiellement français, hein. Ah, voilà. Ouais, voilà. On va dire que c'est fait exprès, c'est pour tester les capacités du nouveau président à gérer la crise. Et c'est comme ça que ça a été présenté par la chaîne d'information américaine. On va dire, ouh, c'est le grand première crise alimentaire en France. Bah, enfin, si je puis dire. Enfin bon. Voilà, non, c'était la petite parenthèse que je voulais faire à propos du beurre. Ne vous inquiétez pas, finalement, on peut choisir des alternatives et puis Je pense que les choses vont s'arranger naturellement. voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Ou alors, pourquoi pas aller faire une escapade à la ferme et demander à des fermiers s'ils produisent eux-mêmes leur beurre. Ça pourra peut-être leur faire plaisir finalement d'aller acheter directement. Parce que les supermarchés, effectivement, le temps qu'il arrive en supermarché, votre beurre passe parfois entre plusieurs mains et entre les deux, il y a des investisseurs, il y a des spéculateurs, il y a des gens qui se graissent la patte, si je puis dire. Et je crois que ça ferait du bien à certains fermiers de mettre du beurre dans leurs épinards. Tout à fait. Voilà. Et avant de nous quitter, Guy, tu avais encore un petit truc dont tu m'avais parlé en préparant cet épisode, que tu avais envie de partager avec nos auditeurs. Oui, tout à fait. En fait, pour autant que l'information soit vraie, apparemment, une université a trouvé un moyen très très simple pour permettre de manger les fruits débarrassés de la plus grande partie de leurs pesticides. Bon, comme vous savez, les pommes, entre autres, on aime bien parfois les croquer avec la peau. Et souvent, on est freiné par le fait de se dire, oui, mais bon, combien de fois ont-elles été pulvérisées, y compris encore parfois très peu de temps avant la cueillette, hein, et elles contiennent généralement des résidus de pesticides en quantité nuisible. Alors, la recette a l'air d'être toute simple. Il faut la laver, mais pas avec n'importe quoi. Il y a le fameux bicarbonate de soude, hein, qui est un produit qui est très très bon marché, qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces et dans toutes les drogueries. Donc la recette est simple. Pour 1 litre d'eau, on met une bonne cuillerée de bicarbonate de soude, on le dissout. Et puis après, on laisse séjourner les fruits pendant 15 minutes. Donc bien sûr immergé complètement dans l'eau en question. Et on est en principe quasiment certain d'être débarrassé de 99% des vilaines choses qui se trouvent dans la peau, et même, dit-on, d'après l'article, de ces substances qui auraient éventuellement migré à l'intérieur du fruit. Mais Alors je ne sais pas si c'est par capillarité ou si c'est par un autre mécanisme, mais enfin le principal c'est que ça a l'air d'être avéré, études universitaires à l'appui, donc ça nous permettra de manger sans aucune arrière-pensée dorénavant la peau des pommes si on en a envie. c'est dans de l'eau chaude ou de l'eau froide? C'est dans de l'eau froide, de l'eau du robinet, hein, tout simplement. Et tu sais quelle université c'était? Je pense que c'était une université aux États-Unis, mais je n'ai pas fait attention à noter laquelle c'était. Ok, on va faire nos recherches et puis si on voit Oui, si on le trouve, on va mettre sur la page Facebook ou alors on va l'ajouter au blog. Parce que moi je me méfie un peu parce que c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, je vois des articles en disant une récente étude universitaire a démontré que oui, moi aussi je peux commencer à n'importe quelle fanfaronnade en commençant par cette phrase-là à partir du moment où je ne cite pas mes sources. En fait, on peut prétendre n'importe quoi, hein. Donc, mais celle-là semble assez tout à fait. intéressante. J'ai vu cette information relayée par ailleurs. À dire vrai, j'attendais que tu la révèles plus honnêtement pour aller faire mes recherches. En tout cas, restez à l'écoute. On vous tiendra au jus, hein. On vous tiendra au courant. Voilà. Ceci conclut l'épisode 57 du podcast Parsley Cuisine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, une dernière petite chose avant de partir. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast. On a ouvert une page Tipeee sur laquelle vous pouvez tout simplement devenir coproducteur, nous aider à couvrir les frais de ce podcast. Alors, on a mis plusieurs niveaux. Le plus bas, c'est de nous donner tout simplement 1 euro. Alors, nous, ce qu'on recherche
ce billet, c'est d'arriver à déjà couvrir les frais afin qu'on puisse continuer à faire le podcast. Donc si vous voulez qu'il continue, n'hésitez pas à vous montrer généreux. Si vous voulez montrer votre reconnaissance, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on donnait très peu de moyens à ceux qui voulaient se montrer reconnaissants de pouvoir le montrer de façon qui puisse nous être utile. C'est pas seulement qu'on ait besoin de l'argent, mais c'est que tout simplement, derrière, on a un hébergement à payer, on a l'hébergement des fichiers son, on est chez le meilleur hébergeur du monde pour les podcasts, c'est pas gratuit, et puis après, on a des frais, du matériel, etc. Donc, c'est tipeee.com Tipeee, T-I-P-E-E-E, 3xE.com, /parler-cuisine-podcast. Ça, c'est notre page. Sinon, je essaye de mettre un lien sur notre site et sur notre page Facebook aussi. N'hésitez pas à la visiter. Ou sinon, si vous avez envie de télécharger votre premier livre audio gratuit et l'écouter de la même façon qu'un podcast, n'hésitez pas à vous rendre sur le site parlercuisine.com/audible, audible, normalement en anglais. C'est une filiale d'Amazon qui vend des livres audio qui s'écoutent exactement de la même façon que podcast, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Alors récemment, j'ai téléchargé, parce que je vous ai déjà dit depuis le début, ça fait depuis le temps qu'on a commencé à faire la promotion de ce produit, je suis moi-même utilisateur de cela et je regrette pas du tout. Donc je suis continuellement abonné à Audible, j'ai téléchargé des livres audio et le dernier téléchargement que j'ai fait, c'était le livre de Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Qui paraît-il est en train de faire son petit bonhomme de chemin vers la liste des best-sellers en France. C'est un web entrepreneur français qui révèle tous ses secrets et qui explique un petit peu sa vision du monde. Le gars, comment il a réussi à percer en France. Et je veux dire, le livre en lui-même fait 600 pages, le livre papier, alors que le livre audio, lui, fait pas loin de 22 heures. C'est quand même consistant, donc il y a quand même quelques heures d'écoute. Moi, je l'écoutais en allant au boulot, et puis tous les jours, je m'écoutais 1 heure en faisant la vaisselle. Ça vaut la peine, surtout que votre premier est gratuit. Donc si vous n'êtes pas encore abonné et que vous vous abonnez pour la première fois, vous pouvez prendre ce livre-là, il vaut un crédit. Et après, si vous décidez de le garder, vous le gardez. Et si vous décidez de vous abonner, après 1 mois après avoir téléchargé le premier livre, vous serez débité de 9,95 € si je me souviens bien par mois, et ça vous donnera le droit de télécharger un livre de votre choix. Alors il commence à avoir d'excellents livres dans la bibliothèque en français, donc et si vous voulez le faire en soutenant le podcast, même si c'est juste pour prendre les livres gratuits et puis ne pas vous abonner, il faut savoir que Audible nous récompense en nous versant une petite commission si vous passez par le lien qui est sur notre site parlercuisine.com/audible. Alors sur les notes de l'épisode, vous le trouverez aussi ce lien. Je le mets toujours en bas. N'hésitez pas à passer par ce lien-là, ça nous fera plaisir et ça vous coûtera pas plus cher à vous. Voilà ce qui est pour les petites notes de service. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine fois. Guy, une petite idée pour le prochain épisode ? Tout à fait. Oui. Et de quoi s'agit-il ? On va parler Flammenkuche la prochaine fois. La Flammenkuche, ouh, ça aussi c'est bon. C'est un peu comme une quiche lorraine ? Non. Il y a des produits qui sont identiques, mais ce n'est pas exactement une quiche lorraine, même si les deux recettes sont voisines, géographiquement parlant en tout cas. Une pizza alsacienne, on va dire. Alors on dit qu'il y en a une qui est alsacienne et l'autre qui est lorraine, donc c'est quand même toujours dans l'est de la France, mais les lorrains et les alsaciens ne sont quand même pas vraiment les mêmes. D'ailleurs, ils ne veulent pas être assimilés l'un pour l'autre. Waouh. Bon, mais j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir. Au revoir.